Variance FM, de vive voix. Lionel Dajou. Voilà, bonjour à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre pour la grande matinale du week-end. Il est 9h passé. Non, pas la grande matinale du week-end qui arrive. Mais non! C'est de vive voix. C'est de vive voix, la grande matinale, voilà, c'est fini. Voilà, mais bon, on enchaîne aussi émissions. Voilà, donc il faut se remettre dedans. On est donc dans De vive voix, voilà, pour votre émission, où on va recevoir notre invité d'aujourd'hui, c'est Lionel Dupéret. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Voilà, oui, ça fait bizarre un peu. Bizarre. Bonjour les Lionel. Voilà, c'est ça. Comment terminer la saison? Il fallait un Lionel forcément. Voilà, j'aurais dû inviter une Karine. Voilà, ben oui, voilà, ça aurait fait Karine et Lionel. Voilà, ça aurait été sympa. En tout cas, voilà, l'émission De vive voix avec un super livre. Peut-être une idée cadeau pour Noël. Certainement une idée cadeau. Voilà, je pense que ça peut être un très beau cadeau, voilà, pour ces fêtes de fin d'année. Donc on va bien sûr parler de ce livre, mais avant tout, on va commencer déjà par le commencement, Lionel Dupéret, parce que tout a commencé avec, je crois, l'histoire d'une maison d'édition. Tout à fait. Merci, bonjour aux éditeurs et auditrices, bien sûr. Oui, toute cette histoire a commencé il y a une bonne quinzaine d'années avec la création d'une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Val d'Allier, que je dirige depuis, et qui se trouve située à Thiers, au 31 rue des Docteurs Dumas. Lorsque j'ai créé cette maison d'édition, j'ai voulu la consacrer à tout ce qui relève de l'histoire, du patrimoine local et des raretés qui sont souvent oubliées par les éditeurs parce que justement elles ne représentent pas des tirages importants et que je souhaitais, moi pour ma part, m'inscrire sur des petits marchés de niche. Voilà. Ouais, alors si tu avais quelques titres par exemple déjà d'ouvrages qui sont sortis. Bien sûr. Donc actuellement on a une quinzaine d'ouvrages en circulation. Donc au niveau de l'automobile, on a publié un auteur clermontois qui a rédigé 2 ouvrages sur des moteurs qui étaient fabriqués à Clermont-Ferrand, les moteurs AMC et commercialisés dans le monde entier. Jean Malray, donc le même auteur, a également commis, qui a été réédité cette année d'ailleurs, un ouvrage sur les cycles et motocycles Favor. Mais nous avons aussi tout un panel d'ouvrages qui traitent de l'histoire du feu, très récemment de l'histoire vue par un syndicaliste thiernois de l'hôpital de Thiers. Aujourd'hui même sort en librairie la réédition d'un roman qui s'appelle La Nuit de la Toussaint, que nous avons réédité avec la collaboration des Amis du patrimoine thiernois et qui traitait à l'époque d'un conte fantastique qui se déroulait autour de Thiers. La particularité de cet ouvrage, et c'est pour ça que j'ai retenu pour ma maison d'édition, c'est que c'est le plus ancien roman qui ait jamais parlé de Thiers. C'est un roman qui date de 1859, avant même le célèbre Ville Noire de George Sand. Sinon, on a fait quelques ouvrages sur des villages, Verja, Menat, et puis des romans, même si c'est pas tout à fait notre créneau, puisqu'on se consacre essentiellement aux beaux livres, partant du principe que le livre, c'est à la fois un objet qu'on a envie d'avoir et c'est à la fois un contenu. Les romans sont un peu plus kitsch, comme on dit, mais ils traitent eux également toujours d'histoire et de patrimoine, comme l'histoire d'un pharmacien thiernois qui avait émigré au Panama à la période de l'ACP pour creuser le tunnel, comme on dit, enfin le canal. Et qui est revenu avec des histoires fantastiques et beaucoup de documentation, ouvrage que nous avons depuis maintenant quelques mois. Très bien. Les auteurs justement de tous ces livres, on imagine c'est des gens du coin. Alors c'est pas forcément des gens du coin justement, puisque dans les projets qui vont voir le jour l'année prochaine, qui sont en préparation, on a un Parisien, on a un garçon très sympathique de Valabrègue en Camargue que j'adore aller voir, parce que j'en profite pour passer une semaine dans mon autre région de cœur. Non, il n'y a pas d'origine. Alors, bien sûr, le patrimoine auvergnat est privilégié par la proximité, mais dès lors qu'on parle de patrimoine rare, d'histoire avec un petit H, je suis toujours très intéressé. Alors toi, justement, tu as été plus loin que de t'occuper uniquement de cette maison d'édition, parce que du coup, tu es même auteur, tu as une double casquette.
notamment avec ce livre qu'on va parler. Mais comment t'es venu à l'écriture justement? C'était un truc aussi qui t'intéressait? Alors, l'écriture, c'est une vieille angoisse en fait. Ouais. C'est quelque chose, comme je disais récemment, j'ai croisé dans ma vie, et notamment dans ma vie d'écolier, plus de personnes qui m'ont dissuadé à écrire que de personnes qui m'ont encouragé. Donc c'était devenu un peu une bête noire, et puis le pas a été franchi il y a 7 ans, lorsque j'ai voulu retracer l'histoire du village de mes parents. Donc j'ai commis un livre à la fois dans la collection Regard de la maison d'édition édition Val d'Allier, collection qui mixte à part égale l'image et le texte. Donc bien je suis parti de ce que je sais faire depuis longtemps, c'est-à-dire des photos. Ouais. J'ai réalisé un grand nombre de clichés et j'ai raconté l'histoire du village, suivant une déambulation qui partait du bas du village au haut du village, allait se promener dans les alentours, et tout ça articulé autour de ce qui me semble également l'essence même de la vie, comme je dis souvent, c'est-à-dire des hommes, des lieux et des légendes. Donc le livre est séparé en 3 parties, ces hommes, ces lieux et ces légendes, qui permettent d'appréhender un peu l'identité, l'atmosphère de ce qu'a pu être ce village pendant quelques décennies. Je ne remonte pas très loin. Très bien. En tout cas, on doit être fier, on imagine, lorsqu'on tient ce fameux premier livre, la première fois. Ah bah le premier livre que j'ai tenu, il était sur la place de Puy-Guillaume, puisque le livreur n'avait pas trouvé la maison d'édition à Thiers, donc je lui avais donné rendez-vous devant la place de la mairie. Très franchement, j'ai cru que je l'échappais. Je l'échappais, j'avais un copain qui passait par là, il m'a photographié, il m'a envoyé il a mis sur les réseaux sociaux le soir même cette photo, avec comme commentaire, voyez comme il est ému, le père du Perret. Très bien. Et donc du coup, c'était parti pour d'autres livres. Oui, tout à fait. D'autres ouvrages, et notamment celui-ci, Automobile Fasto. Alors, c'est un livre, même pour les Auvergnats pure souche, on a toute une partie de l'Auvergne qu'on finalement on connaît pas. J'ai découvert à travers ce livre justement, mais qu'il y avait cette marque de voiture, méconnue pour beaucoup. Comment toi t'as réussi à avoir cette information? Comment ça a commencé? Alors ça commence par un projet d'écriture, encore une fois, avec un ami parisien originaire de Saint-Éloi, Denis Capala, avec lequel on travaillait sur un livre, ou le projet d'un livre, parce qu'on n'en était pas encore à la réalisation, et on regroupait, on partageait des documents sur la commune de Saint-Éloi, la commune où il est né, qui lui est chère, donc je lui donnais un coup de main sur ce projet. Et lors de nos recherches, on découvre que à Saint-Éloi-les-Mines, dans les années 20, il y a eu une fabrique automobile, éphémère certes, puisqu'elle existait de 24 à 28 en gros, et que cette fabrique automobile, il n'y a pas grand monde qui la connaissait, à un tel point que lorsqu'on a essayé de trouver des documentations, des informations auprès des habitants, on a eu l'impression à un moment donné que cette fabrique auto relevait de la légende, et n'était pas crédible lorsque on l'évoquait. Et puis, pendant qu'on était en train de travailler sur ce dossier, on a reçu un appel téléphonique de Michel Candonato, président d'une association de véhicules anciens qui se trouve à Givors, qui nous a dit... qui me dit au téléphone, j'ai cru comprendre que vous travaillez sur un ouvrage qui va parler de l'automobile Fasto, entre autres. Est-ce que vous avez des informations? Parce que moi, j'en ai une dans mon garage. Alors, voilà, bien sûr. Une vraie automobile. Une vraie automobile dans le garage. Alors que nous étions persuadés qu'il n'existait plus un seul exemplaire, du fait que le modèle A1 de cette marque avait été fabriqué à 5 exemplaires, le modèle A2 qui a été retrouvé a été fabriqué à une quinzaine d'exemplaires, et le modèle A3 qui a fini la carrière quasiment de cette marque. On estime qu'environ 200 à 300 voitures ont été fabriquées, mais nous n'en avons pas la certitude. En tout cas, voilà, c'est des chiffres dérisoires par rapport au nombre de voitures présentes. Ouais.
Donc on a pris une voiture et on est descendu voir cette automobile qui était une épave, hein, c'était soyons clairs. Elle avait bien subi les outrages du temps. C'était quel modèle? C'était le modèle A2. A2. Ouais, D'accord. Donc celle à 15 exemplaires. Celle à 15 exemplaires en plus. Et bien sûr, on a échangé quelques informations. J'ai récupéré à cette époque un feuillet A4 recto verso qui donnait quelques informations sur cette voiture. Et puis j'ai laissé mûrir un peu les choses jusqu'au jour où je me suis dit faut absolument qu'on parle de cette voiture. C'est un bijou du patrimoine auvergnat qui a été oublié. On va essayer de l'exhumer de l'oubli. Et de recherche en recherche, notamment grâce à mon ami Capala qui en tant que Parisien a un accès direct aux archives les plus complètes qui soient de la capitale, on a réussi à glaner des articles de journaux, des petits morceaux par-ci, des petits morceaux par-là. On était en relation avec la famille du précédent détenteur de la voiture, et ainsi on a avancé, on a étoffé, et l'idée est arrivée de rédiger carrément un ouvrage et de proposer à l'association ce livre, la rédaction de ce livre, la publication de ce livre, dans le but d'aider à la restauration de cette voiture. Donc, j'ai eu une fin de non-recevoir, soyons clairs. Ce à quoi j'ai répondu au président, qui était encore pas un ami, mais qui l'est devenu depuis, que j'avais pas d'autorisation demandée pour faire un livre, donc j'allais quand même faire le livre, même s'il voulait pas les subsides qui allaient en découler. Et puis à partir de ce moment-là, effectivement, on a eu beaucoup d'informations qui ont convergé. Tout le monde, tous ceux qui avaient un petit bout d'informations, nous les ont passés. En tout cas, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que quand on voit le livre, tu disais tout à l'heure en début d'interview que il y avait peu d'informations, que c'était presque une légende cette histoire. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit le livre avec toutes les photos, toutes les images, toutes les archives qu'il y a à l'intérieur. On voit déjà le travail que ça a dû être pour récupérer tout ça. Alors c'est 2 années de travail. Ouais. 2 années de travail, alors pas complètement à temps plein, mais de bonnes années de travail où notamment j'ai épluché tous les journaux de l'époque et relevé chaque article qui pouvait traiter de cette voiture. On les a répartis, on les a analysés, on a croisé les informations parce que pour toute légende, il y a quand même encore derrière des légendes, et on a découvert quand même pas mal d'affirmations erronées, notamment émanant de revues spécialisées qui s'étaient contentées de répéter ce qu'elles avaient entendu et qui avaient commis ce qu'on appelle une erreur historique, et en permettant de répéter indéfiniment. Et puis, de fil en aiguille, on a retracé un peu cette histoire, et j'ai eu une trame pour construire ce livre. Donc j'ai commencé par parler de l'histoire de la famille qui détenait cette voiture, donc du grand-père, puisque c'est une voiture. La grande chance qu'on a eue, c'est que cette voiture, depuis son acquisition en 1935, n'a jamais quitté la famille. Elle a été stockée dans un garage et elle est restée là. Et c'est ce qui lui a permis d'exister. Donc Monsieur Marais, le petit-fils, a souhaité s'en séparer pour faciliter sa restauration, et c'est à ce moment-là que moi je suis arrivé dans la boucle et que je suis parti sur cet ouvrage. La deuxième partie du livre, je l'ai consacré à l'histoire de la marque, à travers les différents salons automobiles auxquels elle participait, entre autres. Les articles de journaux également qui nous ont permis de retracer un peu les caractéristiques de ces voitures. La troisième partie nous a permis de traiter toute son existence en compétition, parce qu'avec le modèle A3 et l'année 2027, les promoteurs de cette marque ont entièrement consacré leur année à promouvoir la marque par la compétition. Donc cette voiture fabriquée à Saint-Éloi-les-Mines, il y a quand même eu 3 exemplaires qui ont été alignés aux 24 heures du Mans, dont une qui aurait pu gagner, c'est comme ça qu'on dit, qui aurait pu gagner, puisque à moins de 10 tours de l'arrivée, elle casse le moteur. Dans le tour suivant, les 2 voitures qui la précèdent cassent également le moteur, et le vainqueur des 24 heures du Mans cette année-là, c'est une Bentley qui était donc en 4e position. Donc le fait du hasard fait que cette Bentley devient la championne des 24 heures du Mans de 1927. Après, on a eu une chance phénoménale également, qui nous a permis d'enrichir ce livre. Notre ami Denis Capala a réussi à toucher aux archives des mines, les dossiers complets de dépôt de chaque modèle. Donc on a eu, et dans ce livre, les lecteurs vont pouvoir trouver les plus passionnés, ceux qui aiment la mécanique,
vont pouvoir trouver les caractéristiques exactes de chaque modèle. Et on s'aperçoit que pour l'époque, on était déjà sur une voiture qui était bien avancée. Alors justement, c'était ma question. Est-ce que ce livre est destiné aux amateurs de mécanique, ou est-ce que vraiment il peut être lu par tout le monde, par des passionnés rien que de la région? Alors, c'est un peu ma fierté, c'est-à-dire que je ne voulais pas faire un livre entièrement consacré à la mécanique, mais je voulais qu'à travers ce livre, on découvre l'histoire des hommes, des femmes, puisqu'on a tout un chapitre sur les femmes qui ont couru avec la Fasto en compétition. Qui ont fait, parce que bon, la mécanique, elle n'existe pas par elle-même, quoi. Il y a des hommes derrière, il y a des âmes, comme on dit, et ce livre est construit de telle façon qu'on puisse le lire de façon détendue, mais qu'on puisse également trouver à l'intérieur des renseignements techniques pour les plus férus, soit d'histoire, soit de mécanique. Très bien, donc il peut plaire à tout le monde finalement. Il peut plaire à tout le monde avec quand même une touche un peu particulière, c'est que dans les 2 derniers mois qui ont précédé la sortie du livre, on a découvert que l'un des 3 pilotes, celui qui a été le plus loin d'ailleurs, s'appelait Pierre Ménel, aux 24 heures du Mans. Dans un premier temps, le nom me disait un peu quelque chose, mais pas plus que ça. Et puis un jour, pareil, comme pour bien d'autres choses, j'ai reçu un coup de fil d'un certain Franck Ménel qui m'a demandé si j'avais des informations sur la voiture, puisque son grand-père était le pilote qui avait couru sur cette voiture lors des 24 heures du Mans de 1927. En tout cas, voilà, il y a toute une histoire, voilà, autour de cette marque et de ce livre. Question aussi que j'ai envie de te poser, alors sans entrer dans le détail, puisque voilà, le but c'est que les gens aillent acheter le livre et découvrent, mais est-ce que cette marque avait vocation de perdurer Alors, sans rentrer dans le détail. Alors je rentre pas dans le détail, mais cette marque a existé par la volonté d'un homme qui s'appelait Jacques Saint. Ouais. Pareil, en remontant un peu l'histoire de ce monsieur, on s'est aperçu qu'il était issu d'une grande famille d'industriels, c'était le petit-fils d'une grande famille d'industriels, qui avait été occupé dans l'entreprise Saint et Frères, comme l'ensemble de ses cousins, et qui était ce qu'on appelle à l'époque un dandy, et qui avait une passion effrénée pour l'automobile. Donc j'en arrive à la conclusion, avec quelques preuves quand même, j'en arrive à la conclusion que ce monsieur, enfin en tous les cas la famille, le grand-père qui était le patron de cette entreprise, le grand-père a donné quelques subsides au petit-fils pour qu'il puisse entretenir sa passion. Et puis comme je pense que les cordons de la bourse étaient aussi limités à la veille des années 30, un jour on a coupé les robinets et l'aventure s'est arrêtée. Donc l'aventure s'est arrêtée en 1928 en plein boom, hein, puisque la marque avait vocation à devenir une marque majeure, mais elle n'a plus les ressources financières pour continuer son aventure. En tout cas, voilà, on peut en découvrir davantage, voilà, à travers la lecture de ce livre. Aussi, particularité quand même par rapport à ce livre, et ça je trouve que c'est peut-être le plus beau, c'est que tu as décidé d'offrir les droits d'auteur en fait pour la rénovation de cette voiture. Oui. Oui. Oui, parce que alors c'est pas parce qu'on est à la veille de Noël, hein, puisque la décision s'est prise plutôt la veille d'un 14 juillet. Mais effectivement, cet attachement que j'ai pour cette région des Combrailles a fait aussi que j'ai eu envie de porter un peu plus ce projet. Et de voir un jour cette voiture rerouler sur les routes d'Auvergne, je me suis dit qu'il fallait que je mette la main à la poche d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai proposé à l'association de reverser mes droits d'auteur à la restauration de la voiture. Là, ils se sont montrés d'accord. Oui. Voilà, mais ils ont été un peu plus loin parce qu'ils m'ont, après quelques mois, nommé membre d'honneur de leur association. Ouais. Membre bienfaiteur, pardon, pas d'honneur, mais membre bienfaiteur de leur association. Pas gratuitement, puisqu'ils m'ont confié la fonction de promouvoir le financement et les relations publiques autour de cette voiture. Et donc on est parti, j'ai monté avec eux un dossier
avec la Fondation du Patrimoine afin de permettre de faire converger des fonds pour la restauration de cette auto. Donc aujourd'hui, on a reçu les droits d'auteur, puisque j'ai déversé en avance, c'est la moindre des choses. On a reçu les droits d'auteur, on a reçu quelques dons de particuliers, pas assez bien sûr, mais bon, ça va venir. Nous n'avons encore pas de dons d'entreprise, mais les choses vont se faire dans le courant de l'année 2024, j'en suis certain. Nous avons reçu une subvention de la Fondation Motul de 10 000 euros pour amorcer un peu la pompe. La Fondation du Patrimoine consacre sur son budget propre 5 000 euros à la restauration de cette voiture. Et il nous reste encore beaucoup d'argent à trouver. Ouais, c'est ce que j'allais demander, le chiffrage par exemple. Alors le chiffrage aujourd'hui, après avoir revu les premiers devis qui étaient catastrophiques, aujourd'hui on est sur une enveloppe d'environ 100 000 euros. Pour un exemplaire unique. Pour un exemplaire unique. On peut le dire, ouais. Alors je désespère pas de voir certains industriels auvergnats revenir à la table des donateurs, notamment la Fondation Michelin qui a décliné l'offre dans un premier temps, mais je suis persuadé qu'ils reviendront sur cette décision. En tout cas, voilà, on l'espère. Donc voilà, donc si en plus de faire un super cadeau pour Noël, vous décidez d'acheter ce livre, voilà, sachez que les droits d'auteur iront donc à l'association qui est aujourd'hui propriétaire du véhicule. Tout à fait. Et ce véhicule aujourd'hui, donc, il n'est pas accessible au public, on imagine? Alors pour l'instant, il n'est pas accessible au public. Durant toute la durée de sa restauration, il ne le sera pas non plus. Ouais. Par contre, par convention, une fois restauré, ce véhicule sera mis à la disposition du public pendant une durée de 10 ans. Donc nous allons rechercher dans les mois qui viennent le lieu le plus propice pour qu'elle soit à la fois utile à toute une région, puisque c'est une pièce rare, c'est une pièce unique. Ouais. Donc qu'elle soit utile à toute une région d'une part, et d'autre part que le public puisse y avoir un accès facilité. Alors pourquoi pas à l'aventure Michelin, pourquoi pas au musée de Brassac-les-Mines, mais il peut y avoir d'autres perspectives. Très bien. Est-ce qu'elle avait une particularité, cette voiture? Ce sera peut-être la dernière question concernant la voiture. Est-ce qu'elle a une particularité ou est-ce qu'elle rentre dans ce qui se faisait à l'époque? Alors, elle a une particularité, c'est qu'elle essaye de reprendre tout ce qui se faisait de mieux à l'époque. D'accord. C'est-à-dire aussi bien sur la partie moteur que sur la partie châssis, que sur les finitions, on s'aperçoit que, par exemple, les finitions sont à la hauteur des modèles Rocher-Schneider qui étaient les voitures de luxe de l'époque. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme anecdote Alors si, j'ai pas fini tout à l'heure parce que j'ai été trop vite, mais ce fameux Franck Ménel, certains le connaissent peut-être pas, mais c'est un rugbyman de renom. Ouais. qui a été sélectionné plusieurs fois en équipe de France et qui est le créateur de la marque Eden Park, pour autant tout le monde connaît. Voilà. Et qui a une petite amertume tout en restant très sympathique, c'est de ne pas avoir pu récupérer cette voiture avant l'association. En tout cas, voilà, il vous aidera peut-être, on l'espère, en tout cas, voilà, pour sa rénovation. Ça fait partie aussi, voilà, la voiture fait aussi partie du patrimoine auvergnat. Donc voilà, découvrez, je pense, vraiment cet ouvrage. Où est-ce qu'on peut le trouver d'ailleurs, cet ouvrage, si on veut l'offrir? Alors, cet ouvrage est disponible dans quelques librairies de la région, à Clermont, les Volcans, Chamalières, sur Puy-Guillaume également, sur Thiers, enfin les librairies habituellement partenaires de la maison d'édition. Et puis depuis cette année, on a mis en place un site de vente en ligne. Donc vous pouvez tout à fait l'acquérir directement auprès de l'éditeur à l'adresse www.édition au pluriel val au pluriel allier.fr. Très bien. En tout cas, on mettra tous les liens sur les réseaux. Exactement. Karine, toi qui es une fan d'automobile, fan d'automobile. Est-ce que tu as appris Est-ce que tu as appris plein de choses? Alors oui, j'ai appris plein de choses effectivement parce que moi je ne connaissais pas du tout cette voiture. Et alors moi ça me paraît tellement magique d'avoir un exemplaire. C'est ça. Et c'est sûrement le seul d'ailleurs qui doit rester qui doit rester en. Et oui. Et l'intérieur de la voiture était comment? Les sièges. Alors les sièges étaient ça c'est le côté féminin. Voilà, nous on s'intéresse au moteur, voilà. Et là le confort. Alors
Madame Rouault, qui a piloté cette voiture et qui a été vainqueur du rallye Paris-La Baule, qui est un rallye de régularité, vous direz que cette voiture était très confortable puisque l'intérieur était en velours, que le tableau de bord était en marqueterie et qu'elle était dotée de plus de 5 instruments de mesure, ce qui était énorme pour l'époque. Ouais. Ah oui, donc et encore plus pour une voiture destinée à la course, parce que finalement, quand on regarde des voitures de course, elles sont au minimum de ce qu'on peut mettre dedans, alors que là, non. Voilà. Formidable. En tout cas, voilà, le livre, rappelle-nous, Lionel Dupéret, voilà le titre de ce livre. Automobile Fasto, un patrimoine auvergnat sauvé de l'oubli. Voilà, donc avec toute une histoire familiale, une histoire même de 2 familles, le propriétaire de l'automobile et la marque, et bien plus peut-être à côté aussi. Et c'est vraiment un travail, voilà, on le disait, collaboratif avec énormément. Le livre est magnifique, énormément de photos, de documents d'époque, retravaillés, remasterisés, on pourrait presque dire. Ça aussi, ça a été un énorme travail, on pense. Et une douzaine d'images du photographe que je suis, qui a pas pu s'empêcher de glisser quelques clichés. Alors, on voit la photo comme elle est aujourd'hui, à l'intérieur du livre. Oui, tout à fait, oui. Faut que je la trouve. J'ai feuilleté le livre, je vais regarder. En tout cas, voilà, si vous êtes curieux aussi, voilà, de découvrir cette marque et cette voiture, n'hésitez pas à vous rendre, voilà, dans les librairies, on disait les Volcans, Chamadière, Puy-Guillaume, ou directement sur internet, voilà, commander ce livre, un super cadeau pour Noël. Le prix n'est pas excessif non plus, 35 €. 35 €, voilà. Oui, tout à fait. Alors, on est sur ce qu'on appelle du beau livre, couverture cartonnée, papier épais à l'intérieur, couleur glacée. Comme je le disais en début d'interview, le livre c'est aussi un objet, c'est aussi un contenant, c'est pas uniquement un contenu. Et je crois qu'on a tout à gagner, nous éditeurs, à faire des ouvrages de qualité. C'est ça. Et il est à la hauteur de la voiture. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Lionel Dupéret, d'avoir été avec nous, de nous avoir fait découvrir voilà cette marque et cette voiture. Une voiture unique. Voiture unique. On espère vraiment l'avoir un jour rénovée. Elle était quelle couleur? Au moins la couleur qu'on puisse savoir. Alors, il y avait 5 couleurs au choix. Ouais. Et la nôtre, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est d'une banalité sans nom, est noire. C'est noir, d'accord. Bon. Ça ira très bien. Mais, en tout cas, voilà, ça va avec le velours. Ça va avec le velours. J'imagine la voiture noire avec le velours à l'intérieur et la marqueterie. Nickel, très bien. En tout cas, voilà. On en reparlera forcément, voilà, sur cette antenne, en fonction de l'avancée du projet. N'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez soutenir cette association, à les contacter également. On peut contacter l'association. Vous pouvez contacter l'association. Vous pouvez également aller directement sur le site de la Fondation du Patrimoine, où une page est consacrée donc à la collecte de fonds, et vous pouvez suivre ou participer à l'évolution de cette collecte. Très bien. Et à travers les réseaux de l'association, on pourra suivre l'évolution de la rénovation, non? Non. L'association est une très petite association avec peu de moyens. C'est pour ça, par ailleurs d'ailleurs, qu'on lance des souscriptions et des collectes, parce que la seule richesse, j'ai envie de dire, de cette association aujourd'hui, à part leur forte sympathie, c'est qu'ils sont propriétaires d'une Fasto. C'est ça. Donc c'est une association... Et qu'ils en prennent soin. Voilà. Aussi important. Et c'est une association qui, j'allais dire qu'elle allait être éphémère, mais non, pas forcément, parce qu'après il y aura une vie après la rénovation. Tout à fait. Et voilà. Et on espère que la voiture a encore de longues années devant elle. Merci beaucoup, Lionel Dupéret. Encore une fois, n'oubliez pas le livre Automobile Fasto, donc que vous pouvez retrouver chez tout bon libraire et sur les pages sur internet, tout simplement. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci les Lionel. De vive voix, Lionel Dajout.